Guillaume, viens un peu, c'est mon cousin Michel, il veut te dire bonjour. Salut Thierry, ça va? Putain, Michel par contre. Michel. Connexion. Michel. Et je suis Michel. C'est Guillaume, il fait le QG avec moi, regarde. Salut Laurent. Ah putain, c'est Michel par contre. Ah voilà. J'arrive pas. C'est quoi, tu diras à ton oncle là tout à l'heure? Cousin. Voilà, tu lui diras qu'en fait il y a NordVPN qui permet de changer en fait. On en parlait l'autre fois ça. Tu changes l'IP de ton téléphone et en fait grâce à ça tu peux mieux capter. Donc en fait là on a une offre avec le QG, c'est nordvpn.com/le QG, c'est marqué en fait en bas, c'est un lien cliquable sous la vidéo. Ouais. Il peut s'abonner, c'est en plus donc tu peux t'arrêter quand tu veux et c'est satisfait remboursé. Ah putain, génial. Pendant 30 jours, donc t'as vraiment aucun risque. Génial, bah je vais lui dire. Vous dis de faire ça ton cousin. Ouais, je lui dis comme ça on le rappelle parce qu'il voulait te voir. D'ailleurs tiens, tu donneras ça à ton neveu ou à qui tu veux de ma part. C'est le livre de Lionel, on le reçoit là, Okay, Chasseur de terroristes. Pas encore lu moi. Tu l'as pas lu? Ah, je vais le lire Lis-le vite en fait, 3 secondes. Ah, voilà, putain, c'est bien. Ouais, Allez, on le reçoit. Voilà, on y va. C'est lui qui a arrêté Salah Abdeslam, GIGN belge. Ah, putain, énorme histoire. Allez, hop. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus. Alors, émission qui va vous plaire aujourd'hui. Merci à vous tous d'être avec nous. Toujours avec Jimmy Labeu, le QG, monsieur. Et Guillaume Play, évidemment. Alors, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un dont on n'a pas le nom en entier. Non. Il s'appelle Lionel. On sait qu'il est belge. On sait qu'il est belge, on sait qu'il s'appelle Lionel. En tout cas, on nous a dit qu'il s'appelait Lionel avec un D dans son nom de famille. Il fait partie de l'équivalent du GIGN en Belgique et c'est lui qui a participé à la traque et qui était là lors de l'arrestation de Salah Abdeslam. Exactement. On accueille Lionel qui va nous raconter tout ça. Bienvenue. Merci d'être là. Tu veux te mettre là. Bon, on sent déjà à la poignée de main. On sent déjà que c'est un peu musclé. Tu as fait un livre qui s'appelle Chasseurs de terroristes, les unités spéciales et la traque d'Abdeslam. Voilà, c'est aux éditions Racine. Génial, on l'a lu. On a stabiloté. Voilà, on stabilote à chaque fois les moments qui nous plaisent pour les mettre dans l'émission. Il y a des photos à l'intérieur. Oui, il y a une dizaine de pages photos, effectivement. Alors, tu parles à visage découvert parce que tu peux le faire maintenant. Tu ne fais plus partie de cette. Comment ça se passe? Alors, j'ai quitté l'unité en 2017, fin 2017. Entre-temps, on m'avait fait quelques propositions pour faire un livre, etc. Bon, d'abord, j'ai un peu calmé les ardeurs. Et puis finalement, j'ai décidé d'écrire un livre avec une co-autrice, un ami. Et voilà, donc c'est là. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de secret d'État là-dedans. Tout ce qui en ressort, bon. Il y a beaucoup de livres où il ne se passe pas grand-chose à l'intérieur. Toi, tu racontes beaucoup de choses dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu racontes beaucoup de petits détails croustillants et t'expliques. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la traque de Salah Abdeslam, notamment comment vous avez découvert qu'il était dans telle ou telle maison avec des petits détails. Je ne vais pas les dire tout de suite parce que c'est assez fou. Tu vas nous les raconter. Je sais que tu as ramené un truc dans ta poche. Tu m'as pas dit quoi. Tu m'as dit il faudra que je vous montre quelque chose tout à l'heure. Ouais. Donc, tu nous as gâtés. On a récupéré des photos. On va les montrer dans 2 minutes aussi, mais d'abord je voudrais refaire ta vie pour comprendre comment t'en es arrivé à arrêter Salah Abdeslam, d'accord? D'accord. On commence toujours par le CV de l'invité. Ouais. Petite question Ouais. simple, réponse simple. Go. Alors, nom, prénom et ton âge. Et deuxième prénom s'il y a. Alors, Lionel, j'ai 46 ans. Ah oui, c'est vrai, il y a que le c'est vrai. prénom. C'est ton vrai prénom, Lionel, ou pas? Qui c'est? Qui c'est? Lieu de naissance? Bruxelles. Bruxelles. Profession. Alors, pour l'instant, je fais de la consultance. Consultant, c'est-à-dire C'est-à-dire, que tu vas pour comprendre parce que ça parle pas Je fais vraiment. de la consultance en sécurité. D'accord, d'accord. Tu veux rester vague? Ouais. Ok. Tout ce qui est professionnel, famille, domicile, etc. Je vais Oui, on n'en rester très parlera pas. ouais. Ouais. Juste, tu expliques que tu as des enfants dans le livre, mais tu restes très vague et Pas plus évidemment loin, pas de détails. Tu nous diras 2-3 détails, mais pas. un peu les préserver quand même. Évidemment. Ouais, bien sûr. Profession des parents, est-ce qu'ils étaient là-dedans aussi? Non, pas du tout. Alors, ma mère était dessinatrice pour une société de pub et mon père était technicien dans une société. Voilà. Rien de Très bien. spécial. Ok, rien à voir. Alors, situation familiale. Là, pour l'instant, marié et 3 enfants. Ah, ben. Revenu fiscal déclaré. ou à l'époque de la police, tu vois, histoire de se rendre compte à peu près de combien ça gagne. Ça, c'est vrai Alors, que- je pense que c'est plus ou moins comparable à ce que gagne quelqu'un ici au GIGN. Bon, alors tout dépend. Bon, tu as des primes, etc. Puis, tu as bien sûr, en fonction de combien de fois tu es rappelé, si tu travailles le week-end, la nuit, etc. Il faut compter entre 3 500 et 4 000 euros net par mois. Ok. D'accord, d'accord. Mais ça travaille beaucoup quand même. C'est quand même beaucoup d'heures sup. Ah bah, de toute façon, on va voir ce que ça. tu as vécu. Ouais, C'est quand même solide. Ça chôme pas. ouais. Et déjà, rien que pour rentrer
à l'équivalent du GIGN. Comment ça s'appelle l'équivalence aujourd'hui? Alors, un peu comme GIGN, ils ont fait une restructuration il y a quelques années. Chez nous, en Belgique, ça s'appelle... Alors, ce qui chapeaute, c'est les unités spéciales. L'acronyme, c'est DSU. Mais bien sûr, à la DSU, il y a plusieurs services. Moi, j'ai fait partie du service d'intervention, comme le groupe d'intervention au GIGN. Et ça, c'est l'escadron spécial d'intervention. Est-ce que tu as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge? Allez, On verra ça. On verra ça tout à l'heure. Alors, la dernière personne que tu as eu envie de baffer. Je savais, je l'étais sûr. J'ai été sûr et certain. J'ai été sûr. J'ai vu son gars. Par contre, elle n'a pas été au bout, hein. Petite... Le chauffe pas trop parce que Oui, j'ai on vu. a récupéré une vidéo de toi de caméra de surveillance, mais Ah oui, je c'est te vrai. raconterai tout à Bah, l'heure où tu fais quelque chose à quelqu'un. Oui, juste... C'est fou qu'il y ait une caméra de surveillance à cet endroit-là d'ailleurs. Ouais. Dernière fois que tu as eu affaire à la police. C'est une question qu'on pose à tout le monde, mais ça peut être Ouais. toi dans l'autre sens. Tu vois, est-ce que tu t'es fait arrêter sur la route tout simplement, une infraction à la con? Non, sur la route, touchons du bois. Ça n'est plus arrivé depuis longtemps, mais la dernière fois, c'est, je pense, la vidéo Bah, que vous avez alors, racontée. en régie, c'était pas prévu, mais on va le faire maintenant. On a récupéré la caméra de surveillance de l'aéroport, où en fait, on te voit sauter sur un gars et lui asséner un coup de poing alors que tu es encore en l'air, comme dans un film Un de peu Superman, ouais. Voilà, Ouais. parce qu'en fait, il t'est arrivé quelque chose avec ta femme. Si tu peux nous expliquer l'histoire, on va montrer la vidéo après. Alors, en 2 mots, ma femme était enceinte du 3e. On avait déposé les 2 enfants qui partaient chez leurs grands-parents à l'aéroport. Donc, on va les guider jusqu'à l'avion et puis on ressort. Et en ressortant, en fait, ma femme est en train de téléphoner. Enceinte encore, du coup. Oh, enceinte, toujours enceinte, oui, du 3e. Elle n'a pas couché entre-temps, même pour l'important de la chronologie. Et là, en fait, elle se fait bousculer. Enfin, il y a un gars derrière elle qui a une charrette pleine de valises et il roule sur l'arrière de ses chevilles. Là, elle se retourne. Elle pense que le gars va s'excuser. En fait, le gars, tu le vois bien dans la vidéo, il commence à discuter avec elle et il lui dit bah, « Dégage, t'as qu'à avancer, c'est de ta faute, etc. » Alors, ma femme est assez, on va dire, elle s'exprime facilement aussi. Elle lui a dit « Écoute, t'es qu'un pauvre con, tu peux bien t'excuser. » En plus, elle était enceinte de 7 mois. Ah oui, ça se voyait qu'elle était enceinte. En plus, ça fait très mal. Enfin, je veux dire, Un chariot rempli de valises, oui, ça peut faire mal. un chariot, si tu vas chez Leclerc et qu'il y a Même si t'es pas quelqu'un qui enceinte, ça bourre fait mal. dedans. Mais normalement, un homme qui rentre dans une femme enceinte, déjà, il s'excuse. Voilà, enfin bon, voilà. Et puis ça coûte Et, rien de s'excuser, quoi. Et à ce moment-là, en fait, le gars lui remet un retour de baffe. Ouais. Il lui met une gifle. Il lui met une gifle. Alors ouais, ok. moi, là, en fait, je suis, on va dire, 5 mètres devant eux, mais je le vois pas parce que je me balade devant elle dans la foule. Ok. Le gars est mal tombé quand même. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'il ça. a tapé une femme de Lionel. Voilà, c'est quand Alors même... là, à ce moment-là, je me retourne. Enfin bon, je vois qu'elle discute avec un gars, mais je sais pas ce qui s'est passé avant. Moi, j'ai pas vu qu'il lui a bourré dedans, évidemment. Donc la seule chose que je vois, c'est qu'il lui retourne une baffe dans la figure. Ouais. Bah, Oh, là, putain. là, c'est le disjoncteur qui explose. Et voilà, bah, je lui fous, je lui remets une droite sur la tempe. Le gars tombe. Attends, tu veux qu'on regarde la vidéo, tu nous expliques Ouais, après bah, voilà. Parce qu'il C'est y a le plus- replay c'est- vidéo de C'est cette... plus visuel. Ouais, c'est rare quand même d'avoir un replay vidéo sur ça. Tiens, regardez, c'est parti. On voit Théo Fond dans le cercle rouge. Voilà. Ah, c'est le chat. ok. Il y a le gars qui va mettre la claque à ta putain, femme. ok. Et là, on te voit arriver. Bon, bah, il tombe tout de suite. Hein. Du coup, il n'y a pas de... En Et fait, après, qui vient se ouais, battre avec toi Là, en fait, il se fait attendre par un autre gars. le méchant. Ouais, le méchant. Bon, il y a un autre gars. On va être très binaire. Hein, Le mais bon, en même méchant. temps, c'est... Il y a un autre gars, lui il se relève entre temps, l'autre gars vient aussi, bon ça se voit, parce que la vidéo dure quand même, dure 1 minute ou 2, Ouais. c'est un peu la bagarre générale, puis il y a, je pense, un troisième personne dans la foule qui a tout vu en fait, parce que tout le monde attend les gens qui ressortent avec les valises, je pense que le gars là il a tout vu. C'était un grand black, il avait une tête en plus que moi, il m'a pris, il m'a dit écoute c'est bon, maintenant tu lui as foutu, il est à moitié mort là, tu lui as foutu 2 mandales, c'est bon, l'autre aussi, et puis... Ah, parce que t'as tapé l'autre après. Ouais, l'autre, je lui ai foutu une gifle. Parce qu'il commençait à discuter, je lui ai foutu une barre. Il commençait à discuter. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et pour l'anecdote,
Là, en fait, bon, ça se calme un peu. C'était pendant les attentats, c'était en juin 2016. Donc en plus, t'étais tendu parce que ouais, tu devais avoir tout le beaucoup de monde boulot. était tendu. Ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait jour et nuit, etc. Il y avait des militaires partout, un peu vigipirates en Belgique. Donc directement, tout le monde gueulait. Il y avait 200 personnes. Il y avait deux chiens fous qui se battaient là. Donc évidemment, tout le monde, c'était la panique. Les militaires arrivent, etc. Et ils nous calment un peu. Je dis directement aux militaires, j'ai dit, écoutez, il y a des caméras, je suis sûr, on est dans un aéroport. Vous demandez à la police fédérale de retirer les images pour bien prouver évidemment que c'est pas moi qui ai initié la bagarre. Et entre-temps, il y a une dame qui sort de la foule avec une paire de lunettes, la paire de lunettes du gars que j'ai frappé d'abord. Et elle dit, j'ai trouvé une paire de lunettes. Elle passe juste devant moi. Là, j'étais fou de rage. Là, à ce moment-là, je suis vraiment émotionnel. Je suis fou de rage. Je prends les lunettes. Je les casse devant tout le monde. Voilà, tiens. C'est l'anecdote, la vérité. Et il s'est passé quoi après du coup? Alors après, bien sûr, on s'est fait, j'ai porté plainte, on s'est fait auditionner, etc. J'ai directement téléphoné à mon patron de l'époque en lui disant... Attends, mais t'as pas dit aux militaires, les gars, je fais partie du groupe Alors, d'intervention. après, il y a la douane qui est sortie, puis j'ai demandé qu'ils téléphonaient à la police fédérale, enfin à la gendarmerie de l'aéroport. Ils sont venus. Et là, j'aurais dit, écoutez, enfin, en aparté, j'aurais dit, voilà, je suis collègue. J'ai pas dit de où, mais j'ai dit, voilà, je suis collègue. Comme ça, vous le savez. Je veux porter plainte contre monsieur. Et puis on s'est fait auditionner, ma femme, moi, le gars il s'est fait embarquer, et puis voilà. Et après, ils ont vu la caméra, de toute façon. Et puis ils ont vu la caméra. Et le gars, parce qu'il était en sursis en fait. Enfin, il était en conditionnel. Le gars était connu pour bien une dizaine de faits en coups et blessures. Ouais. Et il est passé de nouveau au tribunal à Bruxelles. Bon, il s'est pris une grosse amende et un gros doigt. Et puis voilà. Oh là là. Même pas de prison, non. Alors qu'il était en sursis. Ouais. Et pourtant, mon avocat avait bien insisté sur le fait que ma femme était enceinte de 7 mois, etc., qu'il y avait des images, donc on voyait bien que, bon, voilà. C'est fou, la justice parfois. Et juste, donc t'as tellement tapé fort que tu t'es cassé la main. Oui, ça s'appelle une fracture de boxeur. Pour les vrais boxeurs, ils doivent connaître. Donc c'est vraiment le petit os qui se casse parce que eux tapent tellement fort, même avec des gants, qui se cassent On a une photo de toi, je crois. Ouais. Avec voilà. Après, j'adore. Et voilà, on est encore au CV de l'invité. Hein. On n'a même pas commencé l'interview. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le truc pour, je pense, pour retirer le plâtre. Ouais. Et ça faisait 2 heures que j'attendais dans la chambre après le médecin. Donc bon, voilà, j'ai déconné un peu. Ma femme a fait des photos. Et donc ta femme va bien, histoire de rigoler. Ma femme va très bien. C'est ça le plus important. Et ton fils? Bon, elle avait quand même une fameuse balafre et un œil au beurre noir. Parce que oui. Le gars, je pense qu'il avait une chevalière ou un truc comme ça. Donc il lui a retourné, ouais. Et le fils, il va très bien aussi. Tout le monde va bien. Et du coup, le seul truc que tu as réussi à mettre, c'est une droite. Tu n'as pas pu après le... Non. Si ça avait été plus loin dans le parking où il n'y avait personne, je pense que ça aurait fait plus de dégâts. Ouais. Là, donc la dernière personne que tu as eu envie de baffer, tu l'as baffé finalement. La question de Jimmy d'avant. On a prévu des petites surprises tout à l'heure. T'es pas trop au courant de ce qui va se passer, c'est pas plus mal. Juste pour reprendre ta vie, on a une photo de toi petit dans un hélicoptère déjà. Il a commencé très tôt l'hélico. Tes parents divorcent quand t'as 11 ans pour comprendre un peu ton parcours. D'abord, tu vis chez ta mère, puis chez ton père. T'as quelle relation avec ton père? Est-ce que tu dis que tu voulais le rendre fier Alors, c'est un peu... D'abord, je suis enfant unique. À la base, je suis enfant unique, donc mon père, c'est un peu mon héros, on va dire. C'est souvent comme ça dans des situations... Puis mes parents divorcent. Mon père refait sa vie. Et là, il refait sa vie. Il rencontre maintenant ma belle-mère. Et ils ont 2 enfants, 2 frères. Je les salue d'ailleurs, mais c'est 2 demi-frères. Donc à partir de ce moment-là, bon, moi j'ai 11 ans, pas dire que ma vie s'arrête, elle continue, mais elle change complètement. Je suis plus, pour un enfant, t'es plus le numéro 1, t'es plus seul, etc., etc. Donc ça devient compliqué dans le sens où, voilà, mon parcours à partir de là, pendant quelques années, devient compliqué. J'ai peut-être parfois pas les bons amis, je fréquente pas les bonnes personnes. À l'école, c'est pas tout le temps génial non plus, donc voilà. Parce que tu prends un mauvais virage. Alors, d'abord, tu passes chez les scouts. On a une photo de toi qui est, je crois, scout à l'époque. On a récupéré plein de photos très très différentes, mais je crois que tu es en train de faire un michoui, un truc comme ça. Ouais, voilà. Ça, c'est toi? C'est moi. Putain, Et après, tu dis que tu tombes un peu dans les conneries. C'est quoi ta plus grosse connerie? Honnêtement, je pense que moi-même, des conneries, j'en ai pas trop faites moi-même. Mais je fréquentais souvent des
des personnes qui ont Qui, eux, en fait, faisaient, ouais. qui, eux en faisaient, donc j'étais un peu... T'impliquais directement, quoi. Ça m'impliquait directement. Si je me faisais gauler, t'es complice, etc. Ouais, etc. Bon, alors, ça allait de... Ça, moi, j'ai jamais fait, honnêtement, mais c'était des stupes, comme des vols de mobylettes, etc. Vol de voiture, t'as fait, non? Vol de voiture. Alors, moi, j'ai pas fait, mais j'ai assisté au moins une fois. à un- J'étais assis dans la C'est ça. voiture, Non, comme non, ça. non, non. J'ai démarré la voiture parce que j'ai J'ai mis des fils, non, non. Non. J'ai vu au moins une fois un vol de voiture en live devant moi. Ah oui, d'accord, Les gars, on était à la côte belge. Il y a prescription, hein, il y a plus que 30 ans, il y a quasi 35 ans. Il y a deux gars qu'on côtoyait plus ou moins qui veulent rentrer à 2h du matin d'Ostende à la côte belge jusqu'à Bruxelles. Ils disaient, mais il n'y a plus de tram. C'est marrant, j'ai une grand-mère qui a perdu une voiture dans les années 50. Une la côte. Volkswagen verte. Ouais, c'est ça, c'est ma grand-mère, c'est ma grand-mère. Donc, et là, en fait, les gars, c'est un peu comme dans les films. On sait aussi, il y a 35 ans, les bagnoles s'ouvraient un peu comme des boîtes de Ouais. conserve. Maintenant, Oui, c'est oui. beaucoup plus compliqué. Ils ouvrent la portière, tu voyais qu'ils avaient l'habitude, ils ouvrent la portière en 30 secondes, ça fait un peu de bruit, et puis ils mettent vraiment, comme dans les films, ils cassent le tableau de bord et ils partent avec c'était une Golf, ils partent avec la Volkswagen. Donc bon, à l'époque, c'était un peu... voilà. C'était plus facile. Après, tu t'inscris en criminologie à l'université, gros fêtard. J'avais noté un peu les éléments de ta vie. Tu décroches un diplôme de professeur de gym à 20 ans. Donc tu fais vraiment plein de choses. Ensuite, premier pas dans la police. On a une photo de toi vraiment au tout début dans la police, avec vraiment les gyros à l'ancienne, hein, les gros gyros. Tu rentres à quel âge à la police? C'est en 2000, ça, donc j'ai 24-25 ans, ouais. Et tu dis, je n'étais pas né pour être policier dans le livre. Pourquoi? Ben parce que, alors ça m'a toujours un peu attiré d'un côté, mais d'un autre côté, j'avais eu un parcours, on va dire, entre mes 12 et mes 18-20 ans qui était un peu scabreux. Et puis, alors, j'avais pas de casier judiciaire, j'étais pas connu, j'ai toujours... Il faut avoir un peu de chance dans la vie aussi. Faut avoir un peu de chance. Non, mais c'est sûr, et c'est sûr qu'il faut pas stigmatiser certains jeunes après une bêtise. Alors, si t'en fais 15, là, il faut te foutre des baffes, mais si t'en fais une, peut-être qu'il faut... T'es très baffe, toi. Ouais. J'aime bien, ouais. Ça résout bien des problèmes. Donc voilà, ici, je pense que je me suis un peu repris à partir de 20 ans, quand j'étais à l'UNIF, etc. Voilà, c'est là que je me reprends un peu. Et tu parlais d'une Hell Week, la semaine de l'enfer. Ouais. Tu dis à 28 ans, là tu es admis dans l'unité d'élite de la police fédérale belge du coup, pour une formation d'1 an. Qu'est-ce que c'est que cette Hell Week, cette semaine de l'enfer? Alors là, j'ai... Tu parles de ça dans le livre. Ouais, là, j'ai plus ou moins 26, je pense, 26 ans, 27 ans. Alors c'est pendant, on va dire, le recrutement, la sélection des candidats qui rentrent, à l'époque c'est police fédérale, gendarmerie, police fédérale. Ça c'est vraiment très dur. C'est vraiment très Déjà, dur. Hell Week, semaine de l'enfer. Ouais. Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu un parallélisme par rapport au Navy Seal, etc. Ou bien quand vous regardez sur YouTube ou n'importe quoi, vous avez aussi les reportages qui sont faits sur le GIGN ou sur le... Oui, tu vois à chaque fois. C'est vraiment, c'est plus ou moins la même chose. Alors, Tu peux nous citer un truc que tu as fait dans la Hell Week vraiment violent, où tu as failli craquer? alors, un truc, peut-être pas un truc, mais là, c'est vraiment l'accumulation. Hein. Tu es déprivé de sommeil, de boire, manger, etc. C'est ça qui est Oui, difficile. au bout d'un moment, tu tapes sur les nerfs, quoi. Qui tape sur les nerfs. Alors on voit tout le temps l'aspect physique, mais en fait l'aspect physique c'est que le bout de l'iceberg. C'est vraiment ce qui se passe entre les deux oreilles. Et c'est là généralement que les gens flanchent un peu. Je veux dire, tout le monde, les jeunes qui sont ici dans le public, je peux les entraîner. Dans 6 mois, ils seront prêts physiquement. Si tu es normalement constitué, tu seras physiquement prêt à plus ou moins réussir les tests physiques d'entrée, que ce soit au GIGN ou chez nous. Ce qui est le plus dur, c'est quoi? C'est le mental? C'est là, oui. Ah oui? C'est là, il faut le vouloir. C'est le caractériel et c'est le psychologique, le mental. Donc c'est vraiment ça. Alors pendant la Hell Week, il y a plein de choses qui sont pour l'un ou pour l'autre. Alors si tu as le vertige et on te fait te balader dans une gouttière à 20 mètres d'eau, quand t'es pas... ça va peut-être te faire flipper. Moi, j'avais pas le vertige, j'avais pas... Le waterboarding, t'en parles? Alors le waterboarding, effectivement, ça, on ne le fait plus parce qu'il y a eu quand même quelques plaintes. Et les syndicats, il y a certains syndicats, à un certain moment, qui se sont quand même plaints. Qu'est-ce que c'est du waterboarding? Alors du waterboarding, c'est quoi? C'est vraiment... ils te tiennent, ils te maintiennent au sol, sur le dos, et ils te versent de l'eau dans la bouche, donc ils te ferment le nez, ils te coupent l'air. Sympa ce petit feu de camp en tout cas. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et ils te mettent pas un linge dessus? Ils te mettent pas un linge ou un truc? Alors, il y a... Ça, c'est ce qu'ils font à Guantanamo, je te ouais, vu. Il y a plusieurs possibilités, effectivement. Généralement, ils te mettent un essuie. Voilà, déjà, en plus, c'est un peu... Une serviette. Une serviette, c'est un peu claustrophobique quand même. Et puis, ils versent l'eau sur la serviette.
et à la longue, ça passe dans ta bouche et puis dans ta gorge. Tu as l'impression de te noyer en fait. Oui, C'est ça. moi à sec. Ça qui est, Tu te noies à sec, ça dure des minutes et des minutes. Un waterboarding, ça dure 5 minutes. Tu as l'impression que tu te noies 10 fois, enfin tu vas crever. Et là, en fait, une des choses, c'est pour voir la résistance. Qui va tenir ou pas, quoi. Qui va tenir ou pas, oui, la résilience du candidat. Ouais. Et tu dis, on nous oblige à prendre des pauses inconfortables, et après on va passer à ton métier, etc. Mais dans l'apprentissage, une petite astuce de torture inspirée par la CIA. Essayez donc de rester assis en tailleur pendant des heures ou debout sur une jambe, bras écartés, ou encore à genoux, le torse penché en arrière. C'est-à-dire, en fait, est-ce que tu peux me montrer... Non mais parce que tu dis des heures, vraiment des heures. Ouais, non, mais c'est On a des du heures. mal. C'est-à-dire, quand tu dis en arrière, j'ai pas compris. Tu te dis. Alors, genoux, ouais. en arrière. On a essayé d'en parler tout à l'heure. Attends, on peut se mettre là 10 secondes, c'était pas prévu, mais pour comprendre comment ils te font rester pendant Comme ça. des heures. Ouais. Ouais, vas-y. Ils te font rester pendant des heures comme ça. Oh là là. Alors sur les genoux, les chevilles, etc. Alors ici, tu te dis, ouais, mais c'est 30 secondes. Alors que ça mais fait très mal, c'est même déjà. c'est pendant 2 heures. En plus, t'as un bandeau. un bandeau sur les oreilles, t'as un truc sur les... Ah, comme ça, t'entends sur pas les ce qui yeux, se passe. pardon, oui, t'entends pas et tu vois pas ce qui se passe. Donc ils te disent, ils te mettent en position, tu vois pas les instructeurs et tu sais pas où ils sont. Donc souvent, puisqu'ils te laissent comme ça pendant des heures, ils repartent, ils ressortent de l'endroit. Et tu le sais pas. Et t'as pas le droit de bouger. Et parfois, ils sont cachés. Alors parfois, tu te dis, ouais, mais après un quart d'heure ou 20 minutes, j'en peux plus, je me mets comme ça. Baf, Paf, tu te ramasses. Tu vois Une pourquoi baffe, j'aime bien les baffe, baffes. ouais. Une bonne baffe. Donc ça s'appelle des positions de stress qui en soi font pas tellement mal, etc. Mais c'est le temps qui fait que c'est c'est ça. stressant. Vous étiez 230 au début, combien à la fin? Alors on était 230 candidats inscrits au début de mon année. On est passé, après les L-Week, etc., il y a quand même des tests médicaux, psychologiques, etc., qui sont très poussés. Faut pas... Ah, bien sûr. On a pu commencer la formation à 23 et pour Bruxelles, on a fini à 7. Ah et ouais. c'est le plus grand stage qu'il y a jamais eu. Ici, cette année, il y en a un qui est sorti de la formation. Donc Le 230 boss, à le 7, vous. Ouais, nous, on est passé de 230 à 7. Ouais. Et c'est le plus grand stage. Putain, c'est la Star Academy, le truc, c'est c'est ça. vraiment. Il n'en restera qu'un avec un album. Ouais. Ça fait des heures que je poireaute sur le béton, accroupi, les yeux bandés, mon corps entier est froid et raide. À un moment, tu te dis carrément qu'ils ont dû t'oublier. J'entends un animal grogner avant qu'il me saute dessus. Tu comprends que c'est un chien avec une muselière qui te met des grands coups. C'est très puissant, un chien avec une muselière. Hein. Ouais. On se rend pas compte, mais c'est vraiment comme un coup de poing en fait. Hein. C'est ça. Il te lâche dessus alors que tu sais pas d'où ça vient. T'as les yeux bandés. Il boxe en fait. Hein, donc c'est des... Comme souvent, c'est des malinois, donc c'est quand même des chiens assez athlétiques. Athlétique, ouais. Pas très lourds, mais assez athlétiques. Ils ont une muselière avec un bout en fer et ils boxent. Alors bon, moi j'ai jamais eu trop peur de chiens, j'ai toujours eu des chiens, j'en ai encore. Mais pour quelqu'un qui aime pas trop, et puis en plus il faisait noir, etc. Donc tu te ramasses quand même des coups sur le corps et dans la tronche. Ouais, ça. Et là, tu dis après, une fois cette Hell Week terminée, tu penses que le pire est passé. Et en fait, les gars te disent, non, en fait, c'est 10 fois pire après que ça. Et donc là, tu rentres dans une formation qui est vraiment très intensive. Mm. Tu vas choisir à la fin, je crois, une spécialité explosif. Tout à la fin, une fois que tu rentres au peloton, donc après la formation, ce qu'on appelle la formation de base qui dure plus ou moins 10 mois, tu rentres vraiment au peloton d'intervention, au groupe d'intervention. Bon, là, tu refais une formation de 6 mois, t'es comme un bleu à l'UNIF, hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. Ouais. Et là, on te reforme pour des techniques et des tactiques spéciales qui sont bien spécifiques à l'escadron, tout ce qui est prise d'otage, personnes retranchées, etc., mise de rançon. Donc là, t'es badgé, mais t'as rien à dire. T'es le petit bleu de la bande, t'as rien à dire. Et dans les 2 premières années, on te fait un peu goûter à plein de choses. Alors il y a plein de spécialités. T'as les tireurs d'élite, t'as les plongeurs de combat. Alors à l'époque, on était tous brevetés tireurs d'élite. Il fallait passer dans cette formation de 6 mois encore un brevet de tireur d'élite, mais on n'était pas opérationnellement. Si tu veux vraiment le devenir opérationnellement, t'as encore 3 mois de formation, etc. Et moi, une des spécialités que j'ai choisies à l'époque, c'était ce qu'on appelle ici en France EFRAC. Donc, Effraction. effraction. Donc, c'est tout ce qui est spécialité, ouverture, que ce soit de portes, de fenêtres, de murs, etc. Alors, l'éventail, il va ce que vous voyez dans les séries ou James Bond qui fait du lockpicking avec deux cure-dents. Ça marche pas, n'essayez pas. Si, ça fonctionne, ça pourrait fonctionner, mais ça dure très longtemps. Donc toi, tu sais ouvrir des serrures. Alors comme ça, moins, mais Tu sais casser des serrures. Ouais, en ouverture fine, etc. Donc il y a vraiment tout un scope. Tu as tout ce qui est matériel d'effraction hydraulique, pneumatique, jusque le remède ultime, c'est l'explosif. Ouais. Donc là, on était aussi, en étant effrac, t'es ce qu'on appelle explo, t'es expert en explosif. Donc tu as toujours un peu de C4 sur toi. C'est ça que je te disais là tantôt que j'avais sur moi. Je sais pas s'il rigole, voilà.
Et attends, et juste tu parles à un moment donné de ta femme dans le livre à cette période-là, tu l'appelles Céline dedans, Ouais. voilà. T'es avec elle depuis cette époque-là? Tout juste avant, oui. On s'est Elle connus était pas- à l'UNIF tout juste avant. Elle était pas contre que t'ailles là-dedans? Non. Non, honnêtement, je pense que j'ai une femme exceptionnelle qui m'a soutenu tout au long de ma carrière et qui a tout le temps pu gérer aussi bien, on va dire, avant mes choix que pendant, parce que cette formation, ça dure 1 an et demi avant que tu sois vraiment tout à fait formé. C'est peut-être, ça dure Ah, c'est même- très long, quoi. C'est très long, même une fois que tu es intégré et tout, hein, au début tu es un peu un petit bleu, donc il faut compter 2, 3, 4 ans avant que tu sois vraiment bien mis dans le bain. Mais ça a un impact familial énorme sur ta relation. Tu vas pas au resto, tu vas pas à un truc, machin. Donc Ouais, voilà, elle a pendant tout 1 le an et demi, temps elle te bien voit pas pu- beaucoup, quoi. Ouais, elle a tout le temps bien pu gérer. Ouais. Tu dis que tu lui envoies un message avant chaque mission, avant chaque assaut, tu lui écris Taillot. Pourquoi? Ouais, banzai, ouais, c'est parce que c'est un mot qu'on employait aussi au peloton pour dire voilà, on y va. Et ici, elle savait que. Alors, je lui racontais beaucoup de choses. Quand c'était des grosses missions, je lui disais ben voilà, ce jour-là, on va intervenir là. Et comme ça, elle savait quand ça commençait et quand c'était fini. Généralement, je lui téléphonais ou je lui envoyais un petit SMS. Ah oui, d'accord. Pour lui dire que c'était bon, quoi. On va faire quelque chose de physique pour commencer à parler après de tes interventions. Juste avant, on a une photo en régie pour montrer un peu à quoi ressemblaient vos équipements. Stylé. Là, t'es là? Non. Voilà, super. En fait, c'est toi qui m'as envoyé Je suis ça. un faux, en fait. Non, là, c'est une photo de démo juste pour montrer, mais ça, Ouais. c'était à peu près, c'est vos équipements à vous, ça. C'est l'équipement, parce que maintenant ils ont changé plus ou moins de couleur. Alors là, ça a toujours été des salopettes jusqu'il y a 2-3 ans. Maintenant, un peu partout dans le monde, hein, ils sont passés au ce qu'on appelle un combat shirt. Donc c'est vraiment le dessus qui est séparé du dessous. Et Ah puis oui, t'as un c'est plus pantalon. des Ouais, c'est plus combis, des combis. Voilà. On dit en France des combis. Et derrière, il a Ouais, combi, le mec de droite, il a un fusil à pompe dans le dos. Oui. Ça, c'est pour péter les portes aussi. C'est pour. C'est ce que t'avais. Alors oui, c'est pour péter. Ça a été réintroduit pendant les attentats, justement pour péter les portes. Moi, je mettais parfois d'autres cartouches pour me dire c'est encore une arme en backup que j'ai avec du jamais. calibre 12 pour me dire voilà. Ce que toi, tu as vraiment vécu, tu vas nous raconter, mais l'arrestation d'Abdeslam, à Verviers aussi, il y a eu Oui. d'énormes histoires, etc. Des mecs qui étaient prêts à se faire sauter. Ça a échangé beaucoup de balles. Tu as des copains qui ont été très blessés. Ouais. On montrera des photos tout à l'heure. Tu as vraiment vécu des échanges de tirs avec des balles de Kalachnikov qui tombent dans le mur à côté de toi, machin. Tu vas nous raconter ça. Juste avant, spécialité explo. On va pas faire d'explo sur le plateau. On a fait venir une porte blindée d'entraînement de quelque part, on ne dira pas d'où, mais qui est la même, en tout cas, qu'à la police et que les groupes d'intervention ont, avec un bélier, Oui. pour que tu montres la puissance qu'il faut. On va essayer, Jimmy et moi, on va pas y arriver, et après tu vas nous montrer comment il faut faire pour péter cette porte, d'accord? Ça va. Et ensuite tu vas nous parler des interventions. C'est parti pour ouvrir une porte blindée, on y va. Alors ça, c'est une vraie porte d'entraînement, hein, tu confirmes? Ça, c'est une Tu reconnais vraie porte d'entraînement, effectivement. Oui. C'est pas un truc factice qu'on a fait nous pour l'émission. non, je veux dire, C'est un non. truc qui est blindé, qui est très solide, qui pèse, je sais pas combien de Il pèse beaucoup, Quelques kilos. centaines de kilos. Quelques centaines de kilos. Et donc, on va se faire mal. Je viens de me faire mal au poing. J'avais pas vu qu'il y avait un petit. Je viens de taper ouais. sur une vis. Putain, quel con. Heureusement que j'ai mis des gants. On va ouvrir. Donc ça, c'est un bélier que tu as habituellement au boulot. Oui, donc il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs grandeurs. T'en as même. Oh, putain, Ça a l'air lourd, hein? Ça va? Ah waouh, ça a pas du tout le poids de son visuel. Ça, c'est un petit. Ah Hein. oui, putain, dis. C'est lourd. C'est lourd. Non. Non mais en vrai, Non, ça c'est fait lourd, combien c'est ça? 20 kilos? 30 kilos? Ouais, 20 kilos, je pense. Ouais, c'est ça. 15, 20. hein. Ouais, c'est une belle altère. Donc toi, tu étais spécialisé dans l'ouverture de porte, donc là on va pas faire d'explo évidemment, mais tu vas nous montrer comment défoncer une porte blindée en haut. Ouais. Donc ça c'est difficile à ouvrir. Alors ça dépend du niveau de la porte et combien de points, etc. Et du niveau des bras et Et de du l'entraînement. niveau des bras et de la... Bon, alors il y a une technique, tu veux nous montrer? Ouais. Allez, vas-y. go. C'est vrai qu'on donne trop de détails non plus. Mais ça fait du bruit, je pense, hein, ça, par contre. Et en tout cas, attends, ouais, il faut se protéger les oreilles, ça pète. Non, c'est la... Ils nous ont mis qu'ils mettaient du bois pour pas justement que ça fasse trop de bruit sur Ouais, le parce fer. que sinon ça va... Donc tu vas taper où là exactement? Au niveau de la serrure? Oui, ici normalement tu tapes plus ou moins au niveau de la serrure. Parce que tu casses la serrure, tu casses ce qu'on appelle le pen de jour et le pen de nuit. Et c'est comme ça que la porte s'ouvre. Donc il y a une sonnette, ça sert à rien, on est Y a d'accord, personne c'est derrière. pour la déco. Ah non, c'est la Et police. Qu'est-ce que tu dis quand tu défonces une porte? T'as un message à dire, un avertissement? Va défoncer la porte. Alors normalement, quand on commence à taper, C'est que déjà- au premier bonk, Les gens on se a cassent. oui, et puis on crie police.
C'est pour dire que c'est pas une bande rivale, c'est pour s'identifier, c'est pour notre... Comme ça, s'ils tirent dessus, ils savent que c'est vous. Voilà, exactement. Et donc tu sais que c'est eux aussi. Voilà, et on est en légitime défense. Ok, ok. Tu nous montres? On y va? Allez, vas-y, on se recule ou Non, ça va? c'est Non, bon. ça va. Ah ouais! putain. Ah ouais! putain. Oh putain! Eh, le bruit, quand même, hein. Ah ouais! Ça fait du bruit. Un peu, c'est parce que la porte est en, Toi aussi est en fer. Pareil, l'oreille gauche, moi aussi. Ah, ça t'a fait mal? Ça fait mal. Et moi, ça fait mal aussi, hein. L'oreille Attends, gauche, attends, je me mets. Ça t'a fait mal à l'oreille? Boum, mais ça siffle pareil. encore, je crois. Ça siffle encore? Ah ouais! Ah, pareil, ça siffle Ah ouais, aussi. ouais, c'est. Ça siffle aussi. Ah, on avait prévenu que ça allait faire du bruit, t'as vu, c'est pour ça. De choc en plus. Ah, t'as senti? Putain, dis. L'onde de choc, c'est pour ça que je vous ai dit vraiment les mains ça sur fait les du oreilles, t'as vu? Est-ce qu'on Encore peut le vide. recharger et essayer nous avec Jimmy pour Ouais, voir? évidemment. Putain, génial. Alors on va la recharger là, ok, le temps qu'il la recharge par derrière. Ah, c'est déjà fait? Ah bon, on peut le faire. Bon, c'est bon. Allez-y. Juste une question, est-ce que tu as déjà utilisé de l'explo pour ouvrir une porte dans ta carrière? Est-ce que Ouais, ça t'est ouais. arrivé? Plein de fois, oui. Plein de fois? Ouais, ouais. Donc c'est vraiment grave là quand. Alors, généralement, nous, en Belgique, l'explo, on l'emploie en milieu terreau. Terreau ou... Terroriste? Ouais, terroriste ou banditisme, mais vraiment... Ouais, high- où tu sais high que tu level. peux te faire tirer Ouais, dessus, Ouais, quoi. ouais, ouais. Jimmy, tu veux essayer? Vas-y. Vas-y. On a un coup chacun. Hein. Il l'a fait en un coup. On va faire un coup chacun. Encore Par contre, mon oreille. Non mais c'est chaud, c'est chaud. Oh, l'oreille. Non, en vrai c'est chaud. En vrai, Par contre, l'oreille, j'ai vraiment c'est là, c'est là où tu vois que c'est pas facile en fait. Hein. En fait, j'ai peur pour mon oreille. J'ai vraiment eu mal. Non mais c'est super chaud gros. Ah, je vais faire ça. je Attends, fais vraiment mal. bouchez-vous les oreilles les gars. Ouais, vraiment. Putain. Attends, tu le fais vraiment. Ouais. Ok, ok. Bien amplement. Faut y aller fort quoi. Vas-y, oui, faut le J'ai déjà vouloir. aidé un peu. Tu passes à travers. Encore. Ouais, l'oreille. C'est dur, hein. On était mecs, on a raté. Non mais en fait, t'as pas senti Non, une onde de choc? Ah, moi, c'est mon oreille, par contre. Vas-y. Attends, je vais refaire Ça une fait fois mal. là, ça m'énerve ce truc. Oh, je le fais plus. Allez, vas-y. Le mec, il a la main cassée. Ah. Oh, c'était quoi ce sifflement de merde? Là, il a fait le hibou. Ah, il fait le hibou, d'accord. Merci, c'est on bien. a un nouveau mec pour les jingles dans l'émission. Merci frère. Eh ben ouais, putain, c'est. c'est dur, ouais. Tu l'as fait en un coup. Ouais. Ouais, bah pas moi. Voilà. Et t'ai dit au début, on va dire. non, et franchement facile. Et après, il y a des vérins hydrauliques. Oui. Sans donner trop de détails, mais t'as encore des trucs plus solides que Ouais. ça. Si jamais tu vois que c'est des portes blindées. Ouais, c'est ça. Donc, comme les pompiers qui découpent des voitures ou qui ouvrent des voitures, des toits, etc. Ou pour entrer, on a plus ou moins les mêmes outils pour ouvrir des portes. Mais ça, Bon. du coup, c'est le plus petit, ça. Ça, c'est le plus petit. Donc, oui. C'était 20 kilos, ça. c'est ça Ouais, c'est le plus Ouais, léger. après, Et c'est le double, j'imagine. T'as peut-être pas le double, mais c'est un peu plus grand. Et Allez. puis t'en as que tu sais porter à 2, à 3. Ah ouais. Voilà. Putain, à la fin, c'est des troncs comme- d'arbres. comme- C'est dans comme des Viking. Vikings, comme des Dans Vikings, Viking. comme des Vikings, Défoncer les trucs. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter les assauts que tu as vécu après les défonçages de portes? On tourne là-bas? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Donc, c'est beaucoup pas plus simple, dur hein. que ce que je pensais. pas hein. simple. Je me suis fait un peu mal en vrai. Oui Ouais, un peu à l'épaule. Je sens la vibration qui est en train de remonter là jusqu'à mon épaule. Je voudrais parler maintenant de tes missions. Ouais. Clairement, donc de la DSU, l'équivalent belge du GIGN qu'on a en France. Tu dis à un moment donné, je n'ai aucune pitié pour le mort ni pour les blessés. La compassion ne ferait que nous distraire de nos missions. Oui, effectivement. Après, c'est enfin, pas des enfants de cœur. Hein. Non, c'est pas des enfants de cœur. Et même si c'était. Nous, la priorité, c'est la sécurité des tiers, c'est notre sécurité. Et puis, c'est la mission, évidemment. Et la mission prime. Et une fois qu'il y a des émotions qui s'y mixent là-dedans, ça devient compliqué. Que ce soit des émotions de joie ou des émotions de tristesse ou de revanche ou n'importe quoi. Là, tu as déjà ton esprit qui est plus en mode concentration, focus. Donc, il faut vraiment apprendre à se focaliser vraiment tout juste sur la mission. Alors je dis pas avant l'émission et après l'émission, il y a souvent quand même beaucoup... on sent que ça dégage un peu d'émotion, etc., etc. On blague, voilà. Ouais, tu parce vois que ça essaie de... Ouais, on essaie tendu, quoi. c'est tendu, on essaie de ventiler certaines choses. Par contre, une fois que la mission commence, c'est concentré. Enfin, c'est un peu comme un joueur de tennis qui rentre sur le court ou un boxeur qui rentre dans le ring, c'est un peu ça. Tu vois qu'ils sont nerveux avant et une fois que ça commence, c'est oublié. La seule chose qui est difficile, c'est de pas introduire des émotions quand il y a des enfants, Personnel. quand il y a des enfants qui sont impliqués. Là, Ce que j'allais te demander, est-ce que tu as déjà fait une mission avec un enfant?
J'en ai fait quand même quelques-unes. J'ai fait une grosse prise d'otage avec une fille de, je pense qu'elle devait avoir 3-4 ans, qui était prise en otage par sa mère. Et là, ça devient compliqué quand même, parce que là, tu sais que, bon voilà, c'est pas seulement si tu rates ton coup, c'est que, voilà, c'est des enfants, c'est tout à fait autre chose. Et qu'est-ce que tu as fait là? Alors là, pour faire court, l'histoire, c'était des gens qui étaient en fin de procédure pour pouvoir rester en Belgique. Donc ils étaient expulsés du territoire belge et européen. Et puis la maman, à un certain moment, a pété un câble. Donc il y avait son mari, son fils qui devait avoir 8-9 ans, et puis sa fille qui avait 4 ans, qu'elle tenait en otage avec un couteau de cuisine sur la gorge. Elle l'a tenue comme ça en haleine pendant des heures et des heures. Enfin, c'est bien expliqué dans le livre. Il y avait tout un dispositif autour avec un périmètre, des négociateurs, etc. Et puis, on va dire dans le scénario, on nous a fait rentrer, mon collègue et moi, comme des fonctionnaires du service des étrangers. Donc on s'est fait passer. Pour dire, on va discuter avec la mairie, on va machin. discuter, on va essayer de calmer un Pas trop peu, leur faire peur. d'analyser la chose. C'était dans une toute petite pièce. Bon voilà. Et donc tu rentres et la maman a toujours le couteau. Ah ouais, sur non, la fille. maman, elle prie, elle veut pas partir, elle est vraiment au bout de nerfs. Et la fille, Et la fille, je pense que, alors elle pleure, mais elle est encore trop jeune, elle se rend pas compte. Par contre, le père et le fils qui sont à 2 mètres d'eux, eux, ils se rendent vraiment compte de ce qui se passe. Et en fait, quand tu rentres dans la pièce, tu vois que c'est pas du chantage, c'est pas du cinéma. Là, la mère pète vraiment un câble. t'es armé? Alors moi, j'ai un taser sur moi, caché, on est en costume cravate comme des vrais fonctionnaires. Mon collègue, lui, par contre, il a son Glock sur lui, son 9 mm. C'est une prise d'otage, hein. Elle se fait... Ouais, nous, bien on sûr. est là et c'est là. On commence à négocier, on fait un peu le scénario, ça dure quand même assez longtemps. Tu cherches une fenêtre de tir ou tu t'essayes de la calmer d'abord? On essaye de calmer et on essaye qu'il y ait une confiance qui s'installe entre elle et nous, pour qu'on puisse encore plus se rapprocher. Ça marche pas? Ça marche un peu au début, puis tout d'un coup, elle reprend un peu le dessus, elle veut absolument qu'on sorte. Enfin, il y a un négociateur aussi derrière la porte qui négocie avec elle, avec un traducteur, c'est compliqué. Il parle, pas ni le français ni le néerlandais, donc c'est compliqué. Cette mission dure des heures, puis à un certain moment, on re-rentre, et là, on a le go du commandement pour, si on a une fenêtre de tir, bien évidemment, pour faire une neutralisation, ce qu'on appelle une neutralisation partielle, J'essaie de pas tuer la maman. histoire de ne pas tuer la maman. Et moi, avec le taser, si j'ai une fenêtre de tir avec le taser, essayer mieux de l'électrocuter maîtriser, que la tuer, quoi. Voilà. Alors là, de nouveau... C'est compliqué, là, toujours. Ouais, elle est couchée, en fait. Elle est couchée derrière un lit, elle est Se couchée, calmer la le geste, petite sur elle. Elle a vraiment un couteau de cuisine qui est tout le temps mis là. Alors c'est un peu... ça fluctue, parfois elle s'énerve, puis à la longue, ça faisait 12 heures que ça durait, donc elle s'endormait un peu, etc. À un certain moment, elle pique du nez, donc elle s'endort. Je passe beaucoup d'étapes, hein. Elle pique du nez et là mon collègue me dit ok c'est bon, parce que moi je suis tourné vers elle en fait, donc c'est comme si elle est derrière moi pour pas être trop physiquement agressif. Si on était tout le temps, tous les deux, focalisés sur eux, ils auraient... Je pense que le père et le fils, ils avaient pigé qu'on était des flics. Ah oui? Ouais, je pense que eux ils avaient... Et le père pigé. était pas d'accord avec ça? Si, parce que il voyait bien que c'était la seule option pour préserver Non mais il sa n'était fille. pas d'accord avec la maman Ah qui prenait non, en otage, non, c'est clair. évidemment. Donc, Et t'as décidé de... et là, je suis tourné, et là, mon collègue me dit, OK, c'est le moment. Mais là, il faut faire, Tu réfléchis pas. il faut faire confiance à 200% à ce que ton collègue te dit, puisque moi, la fenêtre de tir, je la vois pas, en fait. Oh là là! Donc là, je me retourne et je saute au-dessus du lit. Elle se réveille entre-temps. C'est un peu comme dans un film, hein, c'est au ralenti, mais elle se réveille entre-temps. Et ce qu'on appelle en stun, donc je vais vraiment au toucher. Et je lui donne une décharge. Donc là, elle lâche le couteau, elle lâche la fille. Et là, mon tout de suite, il mon dégage le collègue, couteau. sa gueule, la radio, tout le monde rentre. Il y a 12 collègues qui rentrent dans la petite Ah, pièce. ils vous écoutaient à la radio? Oui, mais ils étaient tous sur le pas de la porte. Enfin, il y avait 2 équipes sur le pas de la porte. Ça il y doit avait des être négos, tout le bazar. fatigant, ça, nerveusement. C'est énormément fatigant. À la fin, tu dois être crevé. Ouais, t'es crevé. Là, après, j'étais un peu... Et donc la fille n'a rien eu? Et la fille n'a rien eu. Bon, ils ont quand même été expulsés. Bon, mais Ça dure combien de temps? Du moment où tu rentres ou du moment où tu sors? moi, l'intervention avec mon collègue, ça a duré quand même, à mon avis, 3 heures, mais c'était déjà occupé depuis 5-6 heures avant. Donc ça a Ouais, commencé t'as réussi la à- nuit. un petit 10 heures. Ouais. Toute l'opération a duré. En tout cas, bravo pour avoir sauvé la petite fille. C'est quand même, Il faut,
J'insiste quand même sur le fait que les histoires qui sont dans le livre et ce que je vous raconte maintenant, on n'est jamais seul, hein. C'est l'équipe. Moi, on n'est qu'un maillon. Bien sûr, même. on embrasse tout le monde, évidemment. Voilà, c'est tout le monde. On n'est jamais seul à faire quelque chose. Il y a eu des nouvelles de cette famille? Non. Non. Et honnêtement, on essaye vraiment de plus trop se focaliser sur l'émission. La mission est passée, elle est passée. Sinon, de nouveau, ça devient émotionnel et tu as un sac à dos qui se remplit et c'est compliqué. Et il arrive Verviers. Donc ça, c'est le 15 janvier 2015, quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo à Paris. Oui. Les attentats de Charlie Hebdo, c'était le 7 janvier, si je ne dis pas de bêtises de tête. Ton équipe déjoue des attentats à Verviers, donc c'est une ville de Belgique, pour ceux qui ne connaissent pas, une grosse ville, hein, qui est quand même pas petite. Et dans ton livre, tu dis qu'il y a eu un avant et un après Verviers. Qu'est-ce qui s'est passé à Verviers? Parce qu'en France, tout le monde ne connaît pas cette période, enfin cette histoire. C'est bien que tu le situes comme ça dans le temps. Verviers, ça se passe une semaine après les attentats, les premiers attentats de Paris, Charlie Hebdo. Il y a eu l'hypercachère entre-temps, etc. Il y a eu deux, trois choses à Paris. Et en fait, ce qui se passe, je pense, c'est que le parquet fédéral en Belgique et les enquêteurs se disent, parce qu'ils étaient déjà occupés sur cette enquête depuis des mois, et ils se disent ici, on va devoir intervenir parce que les gars, ils vont faire un copycat, hein, ils vont faire la même chose qu'à Paris. Et ils vont... Ça, vous en êtes sûr? Vous avez des infos en tout cas? Alors, on a plein d'infos. Très précises. Les enquêteurs font super bien leur boulot et on se rend compte en fait que ça va être compliqué. Enfin, on a aussi de l'audio à l'intérieur de l'appartement. Là, on se rend compte en fait que les gars, ils nous attendent à 4h30 du mat. Okay. Ils nous attendent. Il faut savoir qu'en Belgique, on peut rentrer en perquisition à partir de 5h du matin. Ah oui, en France, c'est 6h. En France, c'est 6h. En Belgique, c'est 5h. Même donc, pour les terroristes, il y a quand même une... La loi a changé. Entre-temps, la loi a changé. Mais là, à cette époque-là, c'était 5h, même pour terreau, etc. Ouais. Donc, les gars, ils le savaient. Et on entendait à 4h30 du mat, par les micros, en live, qui chargeaient leur calache, ils mettaient les... et qui parlaient entre eux en se disant si tu vois les pieds des sales flics en dessous de la porte, tu tires à travers la porte, si tu entends police, etc. Ouais. Donc on savait un peu qu'on allait, entre guillemets, au casse-pipe, que les gars allaient pas se laisser faire. C'était deux djihadistes, hein, donc ils avaient prévu de faire un 13 novembre... Ils avaient fait quelques fois l'aller-retour vers la Syrie. Là, en fait, on entendait aussi par les micros qu'ils parlaient justement de Charlie Hebdo, que c'était fantastique, qu'ils allaient faire la même chose en Belgique, etc. Ah oui, donc vous étiez absolument certain? On était sûr et certain. Ils avaient aussi on a retrouvé 2 ceintures d'explos dans la maison après. Donc ça allait se passer je pense dans les 24 heures. Et donc là, tu fais partie de la colonne Alors là, je fais partie de la colonne avec mes collègues. Et on intervient là sur place. Il faut dire qu'on avait un appui du GIGN français. Il y avait 2 tireurs d'élite et un officier du GIGN qui étaient avec nous, parce qu'ils avaient une arme que nous, on n'avait pas à l'époque. C'est une grenade Raphaël qui se tire sur un FAMAS, je pense. Ça paraît tout sympa, le nom Raphaël. Ouais. Je pense que c'est pas si sympa que ça. Non, c'est pas si sympa. C'est une sorte de grenade avec un dard, si vous voulez, et il y a 200 grammes d'explosifs dans la grenade. Ce qui est beaucoup? Ouais, ça fait mal quand même. C'est autre chose que le coup de bélier, là, quand même. Ouais. C'est vraiment autre chose. Et en fait, on en tire 2. Le GI en tire 2. Et voilà. Et ça fait péter ce que ça fait péter. Enfin, il y a tout un assaut, là. Mais vous rentrez, ça continue de tirer ou... Nous, on ne rentre pas. On reste à l'extérieur, parce qu'on savait que si on allait rentrer par la porte, c'était pas le plan d'attaque, évidemment, la porte, parce qu'on savait que si on allait sonner, on allait se faire dézinguer. Donc, le plan d'attaque, on avait plusieurs idées de manœuvre. On a attaqué par les fenêtres de devant, c'était au rez-de-chaussée. On a fait péter les fenêtres à l'explosif. Et puis là, directement, on s'est fait arroser. Ça a duré, l'assaut en lui-même dure... alors, tout l'assaut dure, à mon avis, 20 minutes. C'est très long. Mais l'échange de coups de feu dure 5 minutes. C'est long, hein. 5 minutes, c'est énorme. Hein. Je vais vous montrer juste une photo de l'appartement avant et après, que vous puissiez comprendre. On a récupéré avec le propriétaire de l'appartement avant et après. Parce que ça, c'est un appartement qui a été loué. Oui. Donc, on voit vraiment la violence. C'est complètement brûlé. Il y a une photo aussi, la photo d'après, si vous voulez bien. On a plusieurs photos. Voilà, vraiment, tout est déchiqueté. On a encore une dernière, je crois, qui est le plafond, qui a complètement cramé. Ça, c'est des grenades Raphaël qui font ça? Alors, les grenades Raphaël, ça explose. Et évidemment, si ça explose en plus dans un fauteuil, dans un frigo ou un truc comme ça, il y a tout qui explose. Le bâtiment a pris feu à un certain moment. Bon, c'était un vieux bâtiment avec du plancher, etc. Heureusement aussi, dans l'idée de manœuvre, on avait prévu des équipes à l'intérieur pour évacuer les gens qui étaient à l'intérieur au 1er, 2e et 3e étage. C'est ça la priorité, c'est les tiers. Donc les gens ont été évacués par rappel, par au-dessus. Ouais. Personne n'a été blessé?
pendant la mission. Donc c'était vraiment un truc coordonné. C'est ça qui est compliqué en fait, c'est de coordonner toutes les équipes, que tout le monde sache ce qu'il doit faire, etc., qu'il y ait plusieurs plans d'attaque. Personne n'a été blessé chez vous? Alors chez nous, il y a eu personne blessé. Dans les trois terroristes, il y en a 2 qui ont perdu la vie pendant l'assaut. Et il y en a un qui est ressorti, qu'on a pêché à la sortie. Essayer de s'enfuir? Qui a essayé de s'enfuir par la salle de bain quand ça cramait en fait, parce qu'il n'en pouvait plus, il était derrière. Et on l'a repêché quand il a sauté. Voilà. On a des photos, on a d'autres photos, si vous voulez bien les mettre dans l'ordre. Voilà, ça c'est une autre partie de l'appartement. Après on a la cuisine de l'autre côté. D'où a été prise la photo, on voit vraiment que c'est déchiqueté. Là devant, c'est les fenêtres d'où on était. Donc là, ça c'est une des 2 fenêtres. Il y a la même un peu plus à gauche. Ça c'est la rue, c'est le côté rue. C'est de là que nous on est intervenu. Il y avait du bois ou un volet, non? C'est ça, il fermait. Ouais, donc il y a du bois partout, il y a un volet, etc., etc. On voit les impacts de balles après dans une autre photo. Voilà, on voit vraiment les prises de courant et les trucs déchiquetés. On voit les armes aussi que vous avez récupérées chez eux. Ça c'est vraiment exceptionnel d'avoir ces photos-là pour bien expliquer. Donc Kalachnikov et voilà, arme de poing, pas très jeune d'ailleurs. On voit que c'est des vieux bazars, ouais. C'est des vieux pétards. Et alors là on a une autre photo encore, un peu plus hardcore, mais on voit le sang des gars. Ils étaient probablement dans la cuisine. Et ça, qu'est-ce qui les a tués? C'est les grenades ou c'est vous qui rentrez? Il y en a celui qui se trouvait à l'arrière dans la chambre. C'est 4 pièces en enfilade. Donc tu as le living, la cuisine, une chambre à coucher et la salle de bain. Le gars qui était dans la chambre, derrière, lui, il se fait neutraliser apparemment après 30 secondes, 1 minute. Parce qu'on avait des tireurs d'élite aussi sur les toits à l'arrière. Et il le voyait tirer avec sa calage vers nous, vers l'avant. Donc ils l'ont dézingué par l'arrière. Le gars à l'avant, lui, par contre, il a résisté vraiment jusqu'à la fin. Alors il était probablement touché, probablement mortellement, mais oui, il allait mourir. Et là, même après la grenade Raphaël, alors moi j'y étais pas, j'étais en fond de rue, mais les négos avec le traducteur qui entendait live ce qui se passait, parce qu'il y avait encore les micros qui étaient dans le plancher, entendaient le gars qui était à bout de souffle, mais qui avançait encore après que la grenade Raphaël ait pété à l'intérieur. Et il nous tirait dessus d'ailleurs. Il continuait de tirer n'importe où, probable, mais il nous tirait dessus, oui. Waouh. Et donc lui a été neutralisé aussi par vos gars? Et lui a été neutralisé probablement par quelqu'un de mon équipe, le numéro 1, le numéro 2. Et donc ça c'est Verviers. Oui. Et donc quelques mois après, le 13 novembre 2015 à Paris arrive. Là tu es à New York à ce moment-là? Là je suis en vacances à New York avec ma femme. Tu vois ce qui se passe à la télé? Oui, donc alors on se balade dans le centre de New York, on voit tout d'un coup sur les télés, etc., breaking news, probablement attentat au Stade de France. Et là, ça se remet en route. Alors, il se passe plein de choses, on ne va pas refaire l'histoire, vous la connaissez, c'est très triste. Et on se rend compte, en fait, que c'est des gars qui viennent de Belgique. Donc là, j'imagine que tu reviens vite de vacances? Et plus précisément de Bruxelles. Alors moi, je ne reviens pas de vacances, c'était prévu d'office que je revienne le lundi matin. Mais je sais par mes collègues, entre-temps, on se fait des textos, etc., qu'on va devoir intervenir et faire des dizaines de missions. Et donc, après, on sait que c'est Abdeslam, qui est le dernier survivant. Comment ça se passe, la traque? Alors, encore une fois, nous, on n'est pas des enquêteurs, on est des exécutants, on est vraiment le dernier maillon de la chaîne, ultima ratio, on exécute, on ne réfléchit pas trop, entre guillemets, tout ce qui se passe avant, c'est les enquêteurs qui font bien leur boulot et qui font des recoupements. Alors Abdeslam, on le voit pendant les 4 mois entre les attentats de Paris et le jour où on le chope, on le voit partout, on le voit même à Milan, on le voit à Paris, tout le monde a l'impression de le voir. On le voit à Amsterdam, etc., on le voit partout. A posteriori, il appert qu'il est tout le temps resté à Bruxelles. Donc il a tourné à Bruxelles. On est persuadé aussi qu'il y a dans certains quartiers qui savaient pertinemment bien qu'il était là, mais qu'il n'a pas été donné. De nouveau, là, je vous passe les détails de l'enquête, parce que je ne la connais pas vraiment, mais à un certain moment, je sais que les enquêteurs tombent sur une des possibilités de planque où il se trouve. Et à l'adresse, je pense qu'il y a 2 personnes inscrites. Une dame avec sa fille. C'est passionnant cette histoire. Et il voit en fait, ça fait un peu film américain, mais c'est la réalité. C'est un détail qui fait que... C'est la réalité. C'est les observateurs chez nous qui font de nouveau un boulot extraordinaire, qui sont dans des quartiers hyper difficiles. Il faut se dire que c'est des quartiers hyper chauds à Bruxelles, où comme flic, c'est quasi impossible de travailler. Et là, il remarque en fait que il y a du va-et-vient un peu bizarre, qu'il y a quand même un gars qui rentre. Parfois, il y a un autre gars qui pourrait être lui, mais c'est la nuit, donc il a une casquette et tout, on ne sait pas si c'est lui. Et puis, il y a un détail qui pique quand même, c'est qu'il y a
un cousin là, qui rentre quasi tous les jours avec 5 pizzas, ou 5 paquets de frites, ou 5... Par 5. Ouais, par 5. Et donc il rentre, et là ça met un peu... Alors qu'ils sont censés être que 2 dedans. Ils sont censés être 2 ou 3, on va dire, mais pas à 5. Et donc ça commence un peu à, voilà, à faire réfléchir les enquêteurs. Là, ils vont, comme dans les films aussi, je pense, vraiment fouiller dans les poubelles, etc., pour essayer de retrouver de l'ADN. Parce qu'évidemment, quand tu touches une boîte, il y a ton ADN qui est dessus. C'est avec des boîtes de pizza, t'imagines, c'est fou quand même ça. Hein. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais, et c'est comme ça qu'il est localisé à 95% de certitude qu'il est là dans cette maison-là. Alors là, on a le go, parce que là aussi, il y a tout d'un coup... Faut pas attendre, machin. Il y a pas... Il voulait être sûr à 100%, mais il se passe des trucs dans la presse aussi. Il y a une fuite, d'ailleurs, je pense que c'est une fuite française. Oui, désolé les gars. Non, mais pour une fois, c'est pas les Belges qui ont foiré. Et ça a fait tout accélérer et Donc là, on vous dit, toi, tu reçois un message, c'est quoi, sur portable? On te dit go? Nous, on est tout le temps à la caserne. Là, on a passé. Cette période-là? Ah ouais, nous, on est pendant un an, jour et nuit à la caserne. Enfin, on n'arrête pas. Quasi. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a des semaines où on rentre pas à la maison. Enfin, voilà. Et là, en fait, par notre commandement, le parquet fédéral, le procureur fédéral dit « Ok, les gars, il faut aller le chercher parce qu'on sent que dans la presse, ça commence aussi à remuer et qu'il risque on risque vraiment de le perdre. » En plus, comme il était traqué depuis 4 mois, on ne savait pas est-ce qu'il avait encore un gilet ou pas, enfin une veste d'explosifs, est-ce qu'il avait encore des grenades, est-ce qu'il allait faire un carnage, dans quel état de conscience et de psychologique il était, on ne savait pas. Donc, ok, le go. Ici, on est mon équipe, je pense qu'on est 7-8. On va par l'arrière, justement, pour d'abord sécuriser l'arrière et pour être sûr, comme on pense qu'il est au rez-de-chaussée ou -1, pour qu'il ne monte pas vers les voisins, aller faire une prise d'otage aux voisins. Donc, c'est nous d'abord, on rentre. On fait ce qu'on appelle un cut-off, donc on bloque entre le premier et le deuxième. Et puis, c'est les autres équipes qui arrivent par devant. Et c'est les images qu'on voit à CNN et par après. Hein, donc, on voit les chars blindés qui arrivent de la police fédérale. Et puis l'image bien connue où on le voit sortir. Enfin, il sort du couloir, il part à gauche et où il se fait tirer dessus. Là, vous avez l'autorisation de le tuer ou il vous demande de ne pas le tuer pour le questionner sur les attentats? On est dans un pays démocratique et en Europe, généralement, il y a quand même une base légale. Hein, il y a le droit commun, le droit pénal, et il faut le suivre. Bien évidemment, ici, c'est pour ça que c'est un peu un tournant aussi vervier, parce qu'on ne travaille plus dans les mêmes circonstances. L'adversaire n'a pas les mêmes règles. Un terroriste, généralement, c'est la guerre, voilà, il a rien à perdre, etc. Ouais, donc on ne joue pas dans la même cour. Alors là, évidemment, on posait chaque fois la question. Il y avait des règles d'engagement spécifiques pour certaines missions, pour Abdeslam aussi. On avait quand même comme directive que s'il n'obtempérait pas aux injonctions, qu'on pouvait, alors de préférence, faire une neutralisation partielle. De nouveau, ça dit ce que ça dit. Mais si ça ne va pas, on le neutralise, bien évidemment. Parce que c'est de nouveau la sécurité des tiers, de nous-mêmes, etc. Il ne faut plus le rater. Carte blanche, ça n'existe pas. Il n'y a que dans les films que ça existe. Mais c'est des situations hyper difficiles, hyper délicates. Dans le couloir, ils vous tirent dessus ou c'est vous qui tirez dessus pour Non, ils ne nous tirent pas dessus. De nouveau, c'est bien expliqué dans le livre. Mon collègue qui est numéro 1, c'est mon meilleur pote à l'unité. Il le voit, donc on donne les injonctions. Il y a tout un périmètre, il y a 200 flics autour. Hein. Nous, on est une trentaine, mais il y a 200 flics autour. Il a peu de chance de s'en sortir. C'est impossible. Très bien, ouais. Impossible. C'est en pleine journée, impossible. Il y a l'hélicoptère et tout, c'est impossible. Donc là, mon collègue, le numéro 1, fait les injonctions. Tout d'un coup, il voit une ombre dans le couloir. C'est un assez long couloir, il voit une ombre, mais le gars, il est tourné, il est dos vers lui. Donc il joue au con, en fait. Il a sa capuche, sa casquette sur lui. Tu sais pas s'il a un gilet. Tu sais pas s'il a un gilet, tu ne le vois pas, tu ne l'identifies pas, tu sais pas si c'est lui. Pour le même prix, c'est un cousin à lui, ou c'est n'importe quoi, ou c'est quelqu'un d'autre. Donc le gars, là, il joue un peu au con. Qu'est-ce que tu fais? Tu tires pas. Si tu tires, c'est lui et qu'il a une ceinture d'explosifs, t'es un héros. Bah dans les jambes, quoi. Ouais, mais si tu le rates ou si c'est quelqu'un d'autre et que c'est son petit frère de 13 ans qui joue au con pour le protéger et que tu l'as tiré dans les jambes, tu vas fumer un cigare quand même. Ouais. Enfin, donc là, finalement, il se tourne. Il se dirige vers l'équipe, il lève pas les bras. Vers la police, tu veux dire? Ouais. Ah, il vient en face. Ouais, il vient finalement dans le couloir, donc il se retourne. Alors qu'il vous voit bien avec les armes. Et oui, le collègue est vraiment appuyé contre la façade, mais il le voit, il lui dit « Ok, tu sors, les mains en l'air ». Et là, il se tourne et il lève pas les bras. Il joue au con de nouveau. Il faut bien se situer. À ce moment-là, c'est Ben Laden en Europe, le gars. Ah oui, bien sûr. Tout le monde veut le choper, tout le monde veut l'avoir, et de préférence vivant.
parce que c'est le dernier qui reste, un des derniers qui reste des attentats de Paris, symboliquement, et puis on espère quand même qu'il va parler. Bon, il n'a pas dit grand-chose. Finalement, mais c'est hyper important. Nous, la pression, on la sent. Mais tu sais que tout le monde te regarde là. Tout le monde te regarde. Si tu foires, tu foires. Ah, c'est ça. Donc la pression pour le gars qui prend la décision de tirer ou pas tirer, c'est énorme. Mais toi, tu es dans le couloir à ce moment-là aussi. Non, moi je suis de l'autre côté. Moi je suis au premier étage de l'autre côté. Je sécurise les voisins, on va dire, et le bâtiment. Moi je suis pas là. Et donc Abdeslam apparemment sort. Il fait mine d'avancer. Il lève pas les bras, mais il va tout doucement. Donc mon collègue dit mais il est à 2 mètres. Enfin c'est le tir au pipe. Il fait une connerie. Je vais l'abattre. Et en fait il arrive sur le pas de la porte. Et c'est là qu'on voit les émissions qui ont fait le tour du monde. Là, et tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il part vers la gauche. Il croit vraiment qu'il va pouvoir. Et il croit. Enfin, je ne sais pas ce qu'il croit là, mais donc là, je ne sais pas ce qu'il court. Mais voilà. Et il tire à 2. Le numéro 1, donc mon pote tire et le tireur d'élite qui est à 50 mètres, il tire aussi. Et il y en a un des deux qui le touche. Dans le mollet, et donc c'est ça, on voit, il tombe, etc. Oui, après vous le traînez par terre là. On le traîne par terre et puis il est évacué, etc. Mais Vous le questionnez ou pas du tout? Non. Vous n'avez pas de temps avec lui pour... On n'a pas de temps, la mission continue. D'ailleurs, dans cette mission, il y en a un deuxième qui est à l'intérieur. Donc la mission, elle ne s'arrête pas là. Hein. Tu as attrapé Abdeslam, la mission continue tant qu'on n'a pas décidé que c'était complètement fini. De nouveau là, il n'y a pas de moment d'émotion, on ne va pas se dire « ouais, génial, ces trucs On continue, quoi. Non, on continue jusque quand c'est vraiment finalisé. Voilà. Ok, bah bravo une seconde fois pour... Il y a des vrais risques, parce qu'on entend très peu souvent de policiers qui se font toucher en fait dans les médias, sur des groupes d'assaut. Tu nous as donné des photos de alors c'est rue de Driss, rue du Driss, hein, ouais. C'est ça, à Forêt, pour ceux qui connaissent à Bruxelles. Le 15 mars 2016, une mission rue de Driss à Bruxelles débute alors que tu es en formation moto. Tu viens en renfort et un de tes collègues est déjà blessé. On va montrer les photos que tu as ramenées si tu veux bien. Il s'est pris une balle dans le visage. Oui, donc là, de nouveau, c'est une des planques d'Abdeslam. C'est une commission rogatoire entre Paris et Bruxelles. C'est des enquêteurs qui rentrent, ils se font tirer dessus par 3 terroristes qui sont à l'intérieur de l'appartement. Il y a Abdeslam qui est dedans, c'est sûr, un autre. Et il y en a un troisième aussi, un djihadiste qui est là. Et lui, il est blessé légèrement et il reste dans l'appart. Okay. Alors nous, ce qu'on avait à l'époque, c'est ce qu'on appelle une réaction rapide, Quick Reaction Force. On arrive là, enfin le collègue avec son équipe arrive là en 20-25 minutes. Et il monte dans l'appartement. Et en fait, le troisième terreau qui était resté là, qui est légèrement blessé, l'attend. Il est planqué de nouveau dans le salon, il attend. Et quand il voit l'équipe rentrer, il tire à travers le mur. Et le collègue, le gradé en fait de l'équipe, se prend la balle de Kalash sur sa visière. Enfin, elle éclate, elle rentre dans son casque, la jugulaire. Et le trou que vous voyez là, c'est le trou qui passe dans sa cagoule. Putain. Oh là là. Ouais. Et donc là, il s'en est sorti? Alors le collègue, il est handicapé à vie, il s'en sort, parce que nous, à ce moment-là, quand nous, on entend ça à la radio, etc., on se dit, mais tu te prends une balle de Kalash dans le casque balistique, t'es mort. Là, ce jour-là, il a eu beaucoup de chance, dans son malheur, il a eu beaucoup de chance. Il a dû quitter le groupe, ouais. Du coup, il ne pouvait plus reprendre. Tu as donné d'autres photos, le casque, hein, on voit justement la visière, voilà, où il y a l'impact de la balle. Il y en a une autre, on voit le casque un petit peu par-dessous, voilà. Et une dernière... C'est la trajectoire balistique, en fait, de la balle. Elle est rentrée à l'avant, elle ressort à l'arrière. Ah oui, on voit qu'on embrasse du coup, s'il voit l'émission, je ne sais pas s'il regardera, mais... Sans doute, oui. Mais on l'embrasse fort. Oui, je l'embrasse. Juste pour finir, avant de te faire une petite surprise, il y a un moment donné, tu as fait carrément changer une loi, parce que lors d'une mission, tu le dis, donc c'est vraiment, j'insiste, parce que ce livre est vraiment... c'est assez rare que ça soit aussi précis, aussi intéressant. Il y a du suspense, t'expliques vraiment bien étape par étape. Ça s'appelle Chasseurs de terroristes, les unités spéciales à la traque d'Abdeslam. Donc Lionel D, c'est ton nom pseudo. Aux éditions Racine, si vous allez chercher, il y a vraiment plein de choses. Tu racontes tout ça. Et tu racontes cette mission où tu es donc en civil et tu as fait quelque chose et après tu as dû carrément faire changer la loi. Est-ce que tu peux expliquer ça aussi pour finir? Alors c'est une mission de nouveau de grand banditisme. Ça se passe en 2012. C'est une mission de grand banditisme où des braqueurs vont faire un gros coup. Ils vont aller braquer un service de contrôle technique de voiture où il y a un coffre-fort qui s'ouvre à une telle heure le matin pendant un quart d'heure parce qu'ils font le changement de... Et donc ils veulent le changement de caisse et ils veulent braquer ce contrôle technique à cette heure-là. Donc nous on les suit.
finalement, on a le feu vert, on intervient, donc on est en civil là, on n'est pas en, on va dire, on n'est pas en cagoule, etc. On est en civil. On fait une arrestation, ce qu'on appelle une arrestation mobile, donc d'une certaine technique, on bloque la voiture, etc. Les 3 gars, ils sont dans la voiture. Ils sont armés jusqu'aux dents, il y a un bidon d'essence après pour foutre le feu à la bagnole. Voiture, ouais. Ils ont un feu bleu, c'est une voiture volée évidemment. Ils ont un feu bleu pour fuir, etc. Un gyrophare. Ouais, un gyrophare pour fuir, etc. Ils ont la cagoule sur la tête, donc ils sont prêts et on les coince à ce moment-là. Le chauffeur, je pense, panique un peu. D'abord, il fait une marche arrière, il bourre dans la voiture des collègues à l'arrière. Et puis nous, on est à l'avant. Moi, je suis à l'avant avec mon collègue. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails tactiques et techniques, mais on est en légitime défense. Mais t'es armé? On est armé, évidemment. Mais t'as que un pistolet ou Ouais. Donc là, moi, j'ai un pistolet. J'ai des collègues qui ont un SCAR, donc un 5,56 à côté fusil de moi. d'assaut, ouais. Fusil d'assaut, fusil de guerre. Moi, j'ai mon Glock. Et la voiture, on donne des injonctions, on crie, on leur dit de lever les mains, etc. Et le gars, il passe la première Ils foncent. et il nous fonce dessus. Donc là, on tire à plusieurs. Moi, probablement, balistiquement, c'est moi qui neutralise le chauffeur. Donc il est mort sur le coup, le gars. Le passager est grièvement blessé parce qu'il se prend 2 balles de 5,56 dans le corps. Il est très grièvement blessé. Le 3e est blessé aussi. Enfin bon, ça part quand même un peu en sucette à ce moment-là. J'insiste, on est en légitime défense, du début à la fin. Il y a le labo qui vient, la reconstitution, le labo, ce qu'on appelle en Belgique les bœufs carottes, le comité P, etc. arrive. La police des polices. La police des polices, on prise de sang, tout le bazar. Donc tout est fait dans le bon ordre. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que la famille d'une des victimes se rend compte que, alors au pénal, on est quasi acquitté directement parce que là, le juge d'instruction voit bien que légitime défense, c'est un cas d'école, il n'y a pas de discussion, les flics sont... C'est des braqueurs qui te foncent dessus armés. Oui, Ouais. mais bon, il y a toujours... La question se pose, bien sûr. Mais au civil, là, la famille nous attaque, et elle m'attaque moi personnellement pour savoir, parce qu'on est codé en fait, on est en anonymat, on ne donne pas nos noms, etc., en unité spéciale. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'anonymat, il n'y avait pas une loi qui gérait justement cet anonymat pour les unités spéciales. Donc, C'est fou, c'est-à-dire qu'ils pouvaient savoir ton nom? ils pouvaient savoir mon nom, mon adresse, tout le. Et comme c'était des très 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 gros braqueurs, bon à ce moment-là, c'est un peu chaud. Bon, on a fait le nécessaire, moi par mon avocat, pour faire une proposition de loi justement pour faire changer la loi pour qu'il y ait un anonymat sur ces cas-là. D'accord, et ça a marché. Et ça a marché, ça a été accepté. Enfin, la loi est passée, je pense, en 2017, mais une loi n'est jamais rétroactive, donc ça veut dire que pour moi, pour mon cas. Ça ne valait pas, non, évidemment. Ah, ok. Bon, finalement, ils n'ont pas été en appel et ça s'est estompé. Pour mon cas, ça s'est estompé, donc ça s'est bien déroulé aussi. Alors, on a une photo, juste en 2 secondes. Il y a eu un attentat dans un aéroport, à Zaventem, un attentat qui a été dramatique en Belgique. Et en fait, vous avez retrouvé une valise chez les terroristes. En fait, ils n'ont même pas pu prendre une dernière valise parce qu'ils ont pris un taxi trop petit, c'est ça? C'est ça. C'est fou, on a la photo que tu as ramenée, on ne voit pas très bien parce que j'imagine que ça doit être une petite caméra sur un drone ou un truc. Ouais, donc là, effectivement, on a fait la reconnaissance c'est les spécialistes drones qui sont entrés avec les drones et avec un endoscope, on a fait un trou dans un plafond ou dans un, je sais plus, dans un sol pour aller voir et on voyait qu'il y avait encore une valise à puer l'ammoniac à l'intérieur du bâtiment, enfin de l'appartement. Et effectivement, l'anecdote, c'est ça, c'est que les gars, ils étaient 3, ils avaient plusieurs grosses valises et le taxi qui est arrivé était trop petit. Donc, enfin, pour vous dire... C'était pas organisé. Ouais, ça fait sourire maintenant, mais c'était pas organisé. Ils ont laissé une valise bourrée d'explosifs là sur place. C'est fou, tu as vécu beaucoup de choses en très peu de temps en fait. Finalement, ça s'est concentré sur 2-3 ans là. 2 ans, ouais. Sur 2 ans. Et tu parles de protection VIP. Oui. C'était quand ça? C'était après? Alors des vraies protections VIP, nous on n'en fait quasi jamais. Ce qu'on nous demande de faire, c'est ce qu'on appelle nouveau, c'est un acronyme, c'est un CAT Team. C'est Counter Attack Team. C'est dans la colonne généralement du président des États-Unis parce que lui, il a sa protection personnelle. Enfin, on va dire, il n'y a personne, il n'y a aucun État qui va s'y mixer là-dedans. Eux font la protection et évacuent le président s'il se passe vraiment quelque chose avec le président. Et c'est généralement le pays... Ils restent collés à eux, en fait. Oui, ils restent collés à eux, ils l'évacuent et puis ils partent vers une safe place. Et c'est le pays qui accueille, qui fait justement le pare-buffle, on va dire, entre l'attaquant
et le président. Donc là, j'en ai fait, je pense, 3 ou 4. J'ai fait Bush, j'ai fait 2 fois Obama et j'ai fait Trump. On a une photo de toi avec les Américains, je crois, avec le 4x4 du président américain. The Beast. The Beast. Ça s'appelle. C'est le nom, hein, Elle c'est ça. s'appelle comme ça. Ouais. Ça veut dire quoi, Beast? La bête. La bête. La bête. Elle a des portes comme des portes de bateau. Hein. Ah oui, c'est vraiment n'importe quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment. T'es rentré dedans, non? Je l'ai vu. Je suis pas rentré dedans. La portière était ouverte. Je l'ai vu. C'était impressionnant à voir quand même. Ouais, c'est des choses sympas à voir dans la vie. Ouais. Tu avais dit que tu avais quelque chose dans la poche à nous montrer avant de terminer l'émission. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une petite anecdote. Enfin, une anecdote entre guillemets. Quand on est après Verviers, 2-3 jours après, comme j'étais gradé de la mission, je suis retourné sur place quand le labo était occupé à l'intérieur à faire des photos, etc. Et donc, dans un des murs, il y avait... j'ai pioché l'ogive d'une Kalachnikov, donc, avec laquelle il nous aurait touché si ça aurait passé à travers le mur. Donc c'est un souvenir que j'ai gardé. Je l'ai retiré je l'ai pioché avec un couteau. Il y en avait plein. Hein. Il y en avait vraiment plein. Il y en avait plein qui étaient splittés, il y en avait plein qui étaient éclatés. Enfin, il y avait des douilles partout, des deux côtés, bien évidemment. De notre côté aussi. Pas dans le mur chez nous, mais il y avait des douilles par terre, etc. Celle-là, c'est un souvenir de nos clients à Verviers. Ok, attends, est-ce que je peux la... Évidemment. C'est juste, je vais la filmer aussi de très, pas grand-chose. très proche. C'est pas grand-chose, ça a l'air de rien. On dit une calache, mais ça fait... Attendez, voilà, comme ça je peux montrer là. Ça paraît rien. Là, on voit vraiment... On dirait une mine de crayon, quoi. Bah disons, oui, mais ça rentre très très vite et ça t'ouvre complètement, ouais. quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est vraiment c'est la tête de la balle. Hein. C'est la tête de la balle. C'est la tête de la balle. Et ça, t'as gardé ça en souvenir de Je l'ai ta gardé, mission, je l'ai mis en poche et je l'ai gardé. Maintenant, bon voilà. S'il te plaît. C'est fou. On a une petite surprise pour toi. On voulait te faire une autre sorte d'entraînement de tir, puisque tu as l'habitude de faire du tir, évidemment. On voudrait faire du tir handisport, parce que ça existe. Donc pour les gens qui ont des déficiences visuelles plus ou moins élevées, il y a un système qui permet de s'entraîner avec un fusil, avec des balles dedans. Sauf qu'en fait, quand tu approches de la cible, il y a un système sonore qui permet de faire plus ou moins de bruit si tu te rapproches de la cible. Donc je voulais te faire essayer ça avec un tireur spécialiste et son accompagnateur, parce qu'ils sont forcément plusieurs pour le faire. On va accueillir Thierry Leclerc, donc, qui est déficient visuel et tireur. Il s'entraîne au club sportif Lavallois à Laval en Mayenne. Ils sont venus exprès. Ils voulaient nous montrer le système, on trouvait ça intéressant de le montrer, que tout le monde peut tirer. C'est parti, on va voir ça. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venus. Alors, Thierry Leclerc, c'est ça, vous êtes tireur déficient visuel. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ça veut dire quoi exactement? Moi, j'ai une dégénérescence, je ne vois plus au centre en fait. Je vois que au contour, en périphérie. Et vous ne pourriez pas faire de tir normalement? Non, parce qu'en fait, moi, je ne vois pas en face, en fait. D'accord. Et vous, Jean-Paul Desnoë, c'est ça? Oui. Vous êtes professeur et animateur du club de tir de sportif Lavallois, c'est ça, à Laval, en Mayenne? Le sportif Lavallois, tout à fait, oui. C'est ça. Et donc, vous êtes toujours à deux, comme ça? Alors, on s'organise toujours à être à deux. Alors, que l'on fasse du tir avec un déficient visuel ou avec une déficience motrice, on a toujours besoin d'un accompagnateur. Et pour le coup, là, bien Thierry, on va le mettre en situation et une fois qu'il est parti, il peut pratiquement faire son opération toute seule, si ce n'est que de continuer dans sa précision. Mais là, on n'a pas de précision à faire puisqu'il n'y a pas de propulsion de... Il n'y a pas de munitions, là? Il n'y a pas de munitions. Là c'est du laser aujourd'hui. C'est que du laser. Parce qu'on est sur un plateau, évidemment, de télé, donc on ne va pas mettre une cartouche, quoi, entre deux têtes. Voilà. Donc là, on est resté là-dessus. D'habitude, c'est combien en mètres la distance? Vous faites combien de... C'est 10 mètres. 10 mètres, très bien. 10 mètres. Vous êtes champion de France, c'est ça, Thierry? Oui, tout à fait. Fallait le dire. Attends, voilà. Il nous dit pas Thierry, on peut pas le deviner. Là, on va entendre un bruit et après, est-ce que Lionel pourrait essayer? Ah, tout à fait. Oui, très bien. Ouais. Alors, on va vous regarder, Thierry, vous allez en faire une. Et ensuite, il y aura une cible, en gros, qui apparaît sur votre écran. On entend le son. Voilà, ça, c'est le son qui permet de viser. Alors, plus il est proche, vous pouvez nous expliquer? Voilà. Ah ouais, putain, quand même. Voilà. Alors, on va attendre, on va redémarrer. Attendez pas. Ah ben voilà, il est là. Voilà. Ah, bien joué.
À savoir que c'est petit hein, quand Donc même. c'est un 7.9 et il faut savoir que l'objectif pour atteindre le 10, c'est d'un diamètre de 1 mm. Ah waouh. Et là, le visuel que l'on peut voir, alors donc le visuel c'est la partie noire que l'on voit à l'écran, ça fait en gros la taille d'une balle de ping-pong. Et le petit impact rouge qu'on a vu, ça fait 4 mm 5 de diamètre. D'accord. Ah oui, donc la taille d'un plomb. Alors allez-y Thierry, faites-en une dernière et puis après Lionel va essayer. Un petit peu plus Attention, haut. Thierry se concentre. Voilà. Oh là là, ah ouais, là ça apparaît direct, pas mal. Alors, est-ce que Lionel peut essayer d'en faire un Voilà, rapidement? Lionel, il va pouvoir essayer d'en faire un. Donc on va remettre en F4, s'il te plaît. Il était en F4 déjà. Il est resté, d'accord. Voilà. Ah, Et très donc, bien. Merci l'objectif Thierry, hein, pour un félicitations. compétiteur, c'est de faire 60 tirs en 50 minutes. T'as jamais essayé ça? Non, ça, j'ai jamais essayé. Ça va être chaud quand même, je pense. Hein. Merci beaucoup hein, Thierry, on va voir Lionel. Comment je se débrouille? On va voir si tu tires si bien que ça. Mon gars. La question, hein. Pas besoin de mettre le casque là, il entend avec Non, l'enceinte. on va attendre avec l'enceinte. Avec le plomb. Fermé. Voilà. Ouais. Oui, armé. Voilà. Et là, ça va partir facilement. Là, il n'y a pas d'organe de visée classique. hein. Tu vises. Ouais. Ah là, à l'œil, non. Hop. Donc ça doit faire quel son? Alors, Ça, c'est une bonne question ça. Voilà. C'est une bonne question. Donc, c'est un son grave qu'on va voir après. Parce que là, on a un petit peu l'impression comme un moustique qui est en train de circuler devant nous. Et on va aller chercher un son central. Là, c'est au centre par exemple. Non, voilà. On va y aller. On va s'approcher. On s'approche. Ah, plus aigu en fait. Encore un peu plus. Encore plus. Plus aigu, jusqu'à le temps d'avoir un grave. On va demander éventuellement à Thierry d'accompagner sur le côté. Bon, faut tirer à un moment donné les gars. Le mec il est parti en courant là, ça y est. Là. Là, faut lâcher. Oh oui, pas mal, Kevin. Bien joué. Ça, c'est bien. Bravo. Ça, c'est pas mal. Bravo. Compliqué. Bravo. Merci. Eh ben, félicitations à tous les deux. Donc, Merci. on peut venir tirer. Le club de tir sportif, c'est pour tout le monde ou c'est que avec Alors- du système laser comme ça? Ah, c'est pour tout le monde. Donc nous, on est un club en e-sport, dont on est environ une quinzaine de tireurs au niveau de notre club. Mais dans tous les clubs de FF Tir, hein, parce que c'est une compétition, concours sur avec la Fédération française de tir. Et là, pour le coup, dans tous les clubs, ils peuvent être amenés à pouvoir avoir du matériel pour ce genre de pratique. Super. Mais il y a vraiment que quand on est déficient visuel que l'on va partir à cette spécificité, parce que c'est quand même bien plus compliqué que pouvoir utiliser. Très compliqué. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci mille fois. Pas mal, hein? C'est fou, hein? C'est chaud, Ça sent bien. Alors, on va se dire au revoir, ça passe très vite l'émission, mais merci beaucoup encore d'être venu. Lionel, des chasseurs de terroristes, les unités spéciales et la craque d'Abdeslam. Voilà. Allez le chercher aux éditions Racine. Il est vraiment très très bien, il y a plein d'anecdotes, vous allez vraiment kiffer. On se retrouve la semaine prochaine, ça t'a plu l'émission? Super. C'est vrai? Bon, bah merci d'être venu encore. Bravo. Et bravo à tous les gens qui bossent dans sa team, qui ont bossé avec lui. On embrasse évidemment tout le monde. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Jimmy. Salut tout le monde, à la semaine prochaine dans le sujet.